l'Université Quisqueya. Tout protocole respecté, mesdames, messieurs. Permettez-moi de commencer mon propos en félicitant chaleureusement celles et ceux qui ont pris l'initiative d'organiser cette conférence dans la foulée du forum sur le même sujet organisé le mois dernier par le Haut Conseil de la Transition. Et j'en profite pour saluer la présence de sa présidente, Madame Mirlande Manigat. Chaque fois que des compatriotes se réunissent pour parler des problèmes de notre pays et pour rechercher ensemble des solutions appropriées, soyez assurés que je répondrai toujours présent. Je l'ai souvent dit et répété, l'insécurité constitue aujourd'hui l'un des principaux, si ce n'est le principal sujet de préoccupation des Haïtiennes et des Haïtiens. Y apporter des solutions durables demeure une urgence et un préalable pour sortir notre pays du bourbier dans lequel il est plongé depuis trop longtemps. Recréer les conditions et un environnement sécuritaire propice pour une reprise d'une vie normale, pour garantir la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire et le redémarrage des activités économiques pour favoriser la tenue d'élections libres et inclusives et redonner le dernier mot au peuple haïtien dans le choix de ses dirigeants et de ses dirigeantes à tous les niveaux. L'insécurité est un phénomène qui touche de près ou de loin l'ensemble de nos compatriotes, toutes catégories confondues. Qui d'entre nous n'a pas été personnellement touché ou ne connaît quelqu'un, un parent, un proche ou un ami, victime de la fureur et des exactions des gangs armés? Ils ont frappé dans mon entourage immédiat et en plusieurs occasions. Mais nous ne sommes pas là pour nous plaindre ou nous lamenter. Nous sommes là pour analyser, comprendre et proposer des solutions. J'ai entendu certains dire que le combat contre l'insécurité est une question secondaire ou accessoire. Je ne partage pas ce point de vue. Je crois que c'est le point de départ de la résolution de nos crises multiples. La situation sécuritaire que nous connaissons est une des conséquences de la pauvreté abjecte dans laquelle vivent beaucoup trop de nos jeunes et même de nos enfants. Les gangs recrutent des adolescents et des préadolescents de 9 ans, 10 ans, 11 ans et leur met une arme dans la main et leur apprend à tuer gratuitement de sang-froid. Cela nous interpelle. Nous devons certes sévir contre les bandits, les criminels, les kidnappeurs et les violeurs. Mais pour ces enfants, le taux répressif n'est pas la solution. Nous devons trouver les bonnes formules pour les sortir du cercle vicieux de l'engrenage de la violence. La semaine dernière, je me suis retrouvé sur la même longueur d'onde que le président Lula, qui me disait qu'à côté de la nécessaire répression sévère des bandits, il faut penser à créer les conditions pour sortir les jeunes de la misère et leur donner une espérance et un avenir différent de ce qui leur est proposé aujourd'hui. Quand nous avons plus de 5 millions de nos compatriotes qui vivent dans l'insécurité alimentaire, il est illusoire de penser que nous pourrons empêcher à des jeunes qui ne mangent pas à leur faim de se laisser tenter par l'argent facile que peut leur procurer le banditisme. Mais attirer les investissements créateurs d'emplois bien rémunérés, faire revenir des touristes en masse dans notre pays, augmenter notre production agricole requiert de la sécurité et de la stabilité. D'où l'obligation qui nous est faite en tant que responsables de poser sans faux semblant et sans complaisance le diagnostic sur la situation sécuritaire. Il nous incombe de mobiliser toutes les énergies, toutes les bonnes volontés
toutes les compétences pour réfléchir ensemble sur les bonnes approches. Le constat est clair. Notre police nationale, en dépit de sa bonne volonté, du courage de ses unités combattantes, ne dispose pas du matériel, des équipements et de la formation appropriée pour indiquer rapidement le phénomène. Le gouvernement a consenti des sacrifices considérables pour lui fournir des équipements et des matériels qui nous sont livrés au compte-gouttes, ce qui nous empêche d'avoir l'impact que nous avons planifié en agissant sur plusieurs fronts à la fois. La PNH perd chaque jour des effectifs, ce qui limite considérablement ses capacités d'intervention. Il y a plus de policiers qui quittent la PNH que de nouveaux éléments formés à l'académie de police. Si nous ne devons compter que sur la PNH, nous pourrons certes venir à bout du phénomène, mais cela prendra beaucoup de temps et cela nous coûtera cher en vies humaines et en conséquences politiques et économiques. D'autres me diront, pourquoi ne pas utiliser nos forces armées? Je ne divulguerai pas ici de secrets d'État en disant qu'elles sont embryonnaires, sous-équipées et pas assez entraînées. Nous faisons des efforts avec l'assistance de pays amis qui nous envoient des instructeurs ou qui accueillent des contingents chez eux en vue de parfaire leur formation et de les rendre plus aguerris. Augmenter les effectifs de manière significative prend du temps, beaucoup de temps, et nécessite beaucoup de moyens. Le gouvernement entend continuer inlassablement à encadrer nos forces de sécurité, à soutenir leur détermination au combat et à mettre à leur disposition les ressources pour contrer les actions et la violence aveugle des gangs. Nous devons résoudre ce problème au plus vite pour éviter que la population exaspérée ne soit tentée de se faire justice elle-même en recourant à des exécutions sommaires. Le gouvernement a sollicité l'appui robuste d'une force multinationale pour nos forces de sécurité. Nous avons récemment réitéré cette demande. Nous aurons l'occasion d'en discuter prochainement avec le secrétaire général des Nations Unies en personne. Contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, nous ne demandons pas aux pays amis d'envoyer des troupes faire le travail à notre place. Nous leur demandons une présence dissuasive aux côtés de la PNH. Nous demandons de la formation adaptée. Nous demandons pour eux des équipements et du matériel, car, cette fois-ci, il faut qu'après le départ de cette force multinationale, la PNH, les forces armées, soient en mesure de prendre le relais en vue d'éviter une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire. Nous avons des raisons de croire que dans un avenir pas trop lointain, nous recevrons cet appui tant attendu. La lutte contre l'insécurité est un sujet qui devrait rassembler toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens qui veulent voir un changement réel de la situation du pays, qui voudraient voir nos institutions démocratiques recommencer à fonctionner normalement. C'est pourquoi, qu'inlassablement, je continuerai de chercher à rassembler les forces politiques et celles de la société civile et du secteur privé en vue de travailler ensemble pour créer les conditions qui permettront au peuple haïtien de remettre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis. Je suis un homme de dialogue, toujours à la recherche du consensus suffisant. C'est pourquoi je vais continuer avec la même patience et la même détermination à poursuivre et à approfondir le dialogue politique afin de consolider notre cohésion comme nation dans la lutte contre la criminalité nationale et transnationale. L'arrêt du trafic illégal d'armes et de munitions
demeure aussi un objectif important dans la lutte opiniâtre que nous menons contre l'insécurité. Je me réjouis que l'université ait décidé de s'engager dans cette lutte en faisant ce qui reste sa vocation, à savoir analyser, comprendre, faire comprendre et proposer. Je sais que les universitaires, comme les autres citoyens, sont affectés par l'insécurité aveugle qui n'épargne personne. Je sais aussi, que c'est la survie même de certaines institutions qui est menacée. Et je salue cette manière de résister, comme l'a dit le recteur Lumarc, que vous avez choisi en organisant cette conférence internationale sur l'insécurité en Haïti. Il était temps que nos universitaires s'impliquent et fournissent aux responsables politiques le cadre conceptuel et les idées maîtresses d'aide à la décision. Je saisis l'occasion pour saluer la présence à vos côtés de partenaires internationaux prestigieux comme l'Université d'Ottawa, le Colegio de Mexico et Interamerican Dialogue. Je constate que de nombreux intervenants nationaux participeront à vos débats dans divers panels. J'espère vivement que de vos discussions sortiront des recommandations judicieuses qui viendront compléter les réflexions déjà produites. D'ores et déjà, je retiens votre message qui nous dit à nous, des gouvernements, mais aussi à nos leaders politiques et d'opinion, à nos élites, que l'unique voie à emprunter pour sortir de cette crise est celle du dialogue, de la mise en commun de nos énergies et de notre bonne volonté au service de l'intérêt national. J'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous souhaite de fructueux débats. Je ne pourrai pas rester toute la journée avec vous, mais j'ai désigné un certain nombre de collaborateurs pour suivre ces débats. Et je vous donne l'assurance que le gouvernement restera attentif aux recommandations qui sortiront de ces assises. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.